Installez-vous. Donc on a à la fois Sophie de chez Adobe et Jean-Christophe qui est Chief Operating Officer chez Microsoft France. Ça vous a inspiré ce qu'on a entendu et quand vous interrogez les entreprises, quand vous êtes en réunion, quand vous les voyez, quelles sont en fait peut-être les principales attentes qui ressortent? Là, on a parlé d'organisation, mais vous, quand elles vous parlent, à vous, Adobe, Microsoft, c'est quoi aujourd'hui les demandes qu'elles ont en termes de aidez-nous à faire en sorte que l'hybridation soit possible et fonctionne? Elles demandent quoi, les boîtes, aujourd'hui? Alors, déjà, ravi d'être avec vous aujourd'hui et ravi de retrouver Jean-Christophe, partenaire éminent, évidemment, pour Adobe, qui est Microsoft. Alors, effectivement, on en a beaucoup parlé. Le Covid, la crise Covid a totalement changé un certain nombre de processus de prise de décision des sociétés qui ont dû s'adapter. Et en fait, elles ont complètement réajusté lors de leurs priorités, et c'est ce qu'elles nous disent tous les jours. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est que la priorité principale des entreprises, c'est devenu l'efficacité opérationnelle. C'est assez surprenant, hein, mais c'est cette priorité-là aujourd'hui qui ressort pour plus de 4% des entreprises, c'est une étude IDC qui donnait ce chiffre fin de l'année dernière, c'est l'efficacité opérationnelle devant d'autres priorités qui sont l'innovation, qui sont la satisfaction client ou même les économies. Il faut que ça marche. Il faut revoir les processus internes pour donner plus de fluidité, plus d'agilité à l'entreprise et lui permettre de s'adapter. Et sur ce point-là, nous, Adobe, on y reviendra, mais ce qu'on propose à nos clients, c'est de pouvoir mettre en place un catalyseur très simple, c'est l'automatisation des workflows dans l'entreprise et en particulier les workflows documentaires. Ça veut dire quoi? C'est faire plus facilement et plus automatiquement des trucs qui étaient compliqués et laborieux avant, ça c'est possible? Exactement, c'est-à-dire de pouvoir donner une expérience digitale intégrée à une somme de processus qui jusqu'à présent était souvent papier, était très siloté et leur donner la capacité d'être intégrés dans une même plateforme de manière fluide pour avoir encore une fois un gain d'efficacité. On y reviendra sur les détails technologiques. Et vous, les principales demandes qui émergent de vos clients chez Microsoft, quand ils appellent le patron de Microsoft France pour lui dire qu'ils ont un problème à régler, il est de quel ordre en général? C'est une bonne question. Juste avant de répondre à ça, j'avais très envie de prendre en micro avant, parce que la table ronde était passionnante. J'avais envie de partager, on a un peu parlé de Microsoft. Je voulais juste faire un tout petit aparté avant. D'abord, je suis ravi d'être là, mais c'est chez Microsoft, hein, et tout ce qui a été dit est très vrai, on est quand même, on croit beaucoup au travail hybride. Même si on fournit des technologies qui permettent de faire beaucoup de travail à distance, on est des fans du travail hybride. On ne croit pas du tout aux extrêmes. Et je sais que certaines boîtes de technologie de la Silicon Valley et autres poussent à 100%. C'est pas notre approche. Hein. À Seattle, il faudra revenir un petit peu au bureau. À Seattle, on croit quand même que faire mélanger l'individuel et le collectif, 1 ou 2 jours par semaine, très flexible, ça reste quand même important pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Juste pour répondre à votre question, ce que nous demandent les clients, alors ils nous demandent beaucoup de choses, mais j'ai envie de dire, pour répondre à votre question, et on n'en a pas trop parlé avant, c'est finalement, il y a cette notion de pluralité des bureaux. C'est-à-dire finalement, tout à l'heure, on a parlé du bureau, mais finalement, le bureau, c'est devenu un être un peu pluriel. On a le bureau, votre campus, où vous allez chez Pôle emploi ou chez L'Oréal, il y a votre bureau chez vous, ou dans votre maison de campagne, pour ceux qui ont des maisons de campagne, ou il y a, quand vous voyagez chez WeWork, où vous arrêtez. Donc, une des questions, effectivement, qu'on a très souvent, c'est comment, aujourd'hui, l'expérience que j'ai au bureau, au pluriel, finalement, c'est la même. J'ai accès aux outils de l'entreprise, au portail de RH, je peux valider mes notes de frais, je peux faire mes conférences téléphoniques, etc. Et ça, c'est quelque chose, finalement, qui est extrêmement important. En tant que fournisseur de technologie, il faut que cette fluidité, quel que soit l'endroit où je suis, et où je sois, et quand je suis, je puisse avoir accédé à toutes les fonctions. Donc ça, c'est un des gros besoins qu'on voit. Et c'est possible aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est complètement possible avec les technologies qu'on a. Et derrière, il y a un sujet sous-jacent, qui n'est pas le thème, mais qui est extrêmement important. Il y a le sujet de la sécurité. Parce que qui dit... Ouais, j'ai hésité à poser la question tout à l'heure. Et on ne va pas le développer, mais c'est un sujet qui est très très important. Qui dit je ne suis plus dans un endroit, un endroit unique, comment j'assure la sécurité des données de l'entreprise, la confidentialité, etc. Et donc ça, c'est aussi un sujet qui est majeur pour toutes les entreprises, qui est devenu un sujet de conseil d'administration même. C'est le problème de cybersécurité. Comment j'assure la sécurisation de toutes les données de l'information. Alors que plein de gens se connectent de plein d'endroits différents avec du matériel qui n'est pas forcément le matériel validé par l'entreprise. Exactement. On y reviendra peut-être. Sur les solutions qui existent, est-ce que
On parlait tout à l'heure de la capacité à faire monter à bord des gens qui ne sont pas forcément digital natives. Il peut y avoir parfois un peu de... Voilà. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'aujourd'hui, la techno est facilement assimilable pour répondre à ces besoins? Et la question peut s'adresser à vous deux. Alors, la réponse est oui. Après, effectivement, il y a des maturités des employés qui peuvent être différentes. Et il y a un gros programme d'accompagnement dans les entreprises pour aider chaque employé à devenir de plus en plus digital native. Et dans ce contexte-là, on croit, pour revenir au point que j'évoquais tout à l'heure, qui est la simplification des workflows, la digitalisation des processus, on peut aider, bien évidemment, puisque l'objectif dans la mise en place de ces processus digitaux, c'est quoi l'objectif? C'est le zéro papier. Voilà, c'est de s'assurer, de pouvoir permettre à l'entreprise de se débarrasser de la contingence du papier et de pouvoir le permettre de rendre l'utilisation d'un document totalement transparent et fluide. Et ça, c'est accessible bien évidemment pour n'importe quel employé dans l'entreprise, mais également pour les clients et pour les consommateurs finaux qui vont pouvoir bénéficier de cette intégration complète et du zéro papier. Et est-ce qu'on peut intégrer aussi des gens qui viennent de l'extérieur dans ce monde-là, c'est-à-dire des fournisseurs, Exact, tout à fait. Ou est-ce qu'on n'est pas en silo interne Alors, je peux vous citer un exemple interne, un exemple externe qu'on met en place dans cette digitalisation des process. Un exemple interne, RH, l'intégration de nouveaux employés dans l'entreprise, l'onboarding. Gestion des talents qui est évidemment un enjeu totalement clé pour l'entreprise. Comment est-ce qu'on s'assure qu'un nouvel employé va pouvoir être embarqué très rapidement, déjà signer son contrat de manière électronique avec son entreprise, c'est possible. Dès qu'il a signé son contrat, générer de manière automatique des workflows qui permettent de lui envoyer son formulaire d'attribution de son matériel. Donc ça aussi, ça peut être totalement intégré de manière très simple. Simplifier les processus. Exactement. On est sur des processus simples. On n'est pas sur des remises en cause applicatives profondes de l'entreprise. On est sur du quotidien. Et ça, c'est possible avec la mise en place de ces plateformes-là. Un autre exemple externe pour répondre à votre question, un client anglais, un grand distributeur automobile, multimarque, qui a déployé pour le Covid une application très simple qui s'appelle Click and Drive. C'est-à-dire la possibilité pour un client de naviguer sur le site internet, de choisir sa voiture et online, de pouvoir signer son contrat d'achat du véhicule et de repartir avec l'ensemble des documents qui attestent de la propriété du véhicule. Donc c'est click and drive, voilà, je vais sur le site de manière très simple, je ressors, je suis propriétaire et j'ai une validité totale de mon processus de manière transparente. L'hybridation doit être vers l'interne mais aussi tournée vers l'extérieur. Sur la capacité à intégrer, à digérer ces nouvelles technologies, est-ce que finalement, on baigne dedans tous et on s'y fait, ou est-ce qu'il y a quand même une phase d'apprentissage qui peut être un peu difficile? Non, il y a une phase d'apprentissage, on le voit, qui est liée à l'aspect générationnel. Je pense qu'il y a le point sur lequel, avec les nouvelles technologies, toutes les entreprises et l'employé d'ailleurs ont un défi, un challenge, pour utiliser un anglicisme, c'est cette notion de temps synchrone et asynchrone. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a la réinvention du temps. Et quand est-ce que je travaille? Quand est-ce que j'ai besoin d'être ensemble, virtuellement ou physiquement, pour faire, c'est la fameuse réunionnite? Quand est-ce que j'ai besoin, ce temps individuel, finalement, je le fais quand? À quel moment? Est-ce que je peux le faire très tôt le matin? Est-ce que ça m'arrange à me lever très, très tard le soir? Donc, il y a cette notion de flexibilité, temps synchrone et asynchrone. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les outils, par contre, permettent de beaucoup mieux s'organiser. Quand est-ce qu'il faut se synchroniser ou être en mode asynchrone? Et là, on s'aperçoit que les méthodes de travail et il y a une conduite du changement qui est nécessaire autour des outils. Et on essaie, alors là, je vais mettre un petit peu mon chapeau produit, mais on a mis en place dans Teams, Microsoft Teams, je crois que beaucoup de personnes dans cette salle s'en servent. On a mis en place maintenant des outils qui s'appellent Viva Insights, qui vous donnent, je ne sais pas si ceux qui le savent, toutes les semaines, ça vous envoie un email sur la manière dont vous avez travaillé. On essaye de vous donner des données sur la manière dont, c'est anonyme évidemment, mais sur la manière dont vous avez travaillé. Moi, toutes les semaines, je reçois un email me disant, cette semaine, tu as fait tant d'heures de meeting par rapport à la semaine dernière. Tu as travaillé tant de temps sur ton PC en mode solitaire à des heures, entre guillemets... Un tableau de bord. C'est un tableau de bord à des heures qui ne sont pas normales d'après le code du travail français. Voilà, donc on a tous ces signaux. Mais là, c'est pareil, c'est un outil, c'est de la data qui permet de s'organiser, de réfléchir à sa manière de travailler. Alors, je me souviens peut-être d'un truc, je me demande si ce n'est pas vous qui m'aviez dit l'an dernier, que vous étiez rendu compte que quand on a basculé dans un monde team intensif, on avait tendance à enchaîner les réunions à heure précise. On faisait 10h, 11h, c'est bon, j'ai un créneau, j'accepte une réunion, une autre, 11h midi, et
on ne s'autorisait plus jamais de temps de pause et que vous aviez dit, vous faisiez plus que des réunions ou de 50 minutes ou voilà. Est-ce qu'il faut aussi qu'on apprenne à utiliser ces outils, hein? Et les outils, alors on donne ces options dans ces outils-là pour faire des réunions plus courtes, forcer des pauses, vous proposer des pauses, etc. Mais à la fin, je crois que c'est Florent qui l'a dit, à la fin la technologie est un outil au service de l'homme, de la femme, de l'humain. Donc c'est à l'humain de s'approprier, la maîtriser et à créer ce nouveau rite d'usage. La technologie s'arrête jamais aujourd'hui. Alors on parlait du métavers tout à l'heure, on parle aussi de plus en plus d'intelligence artificielle. AI, est-ce que c'est un élément qui pourrait nous aider dans cette hybridation, ou est-ce que ça va rajouter encore de la complexité, vous diriez? Alors oui, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est une dimension clé dans le développement de toutes les nouvelles technologies. Et en particulier sur ce sujet-là, je vais vous donner 2 exemples. Comment est-ce qu'on intègre l'intelligence artificielle déjà aujourd'hui dans notre plateforme, Document Cloud, qui permet d'intégrer des flux documentaires totalement transparents. Depuis la création du document, sa numérisation, jusqu'à son édition, la collaboration autour du document, le partage, la signature et le stockage du document, l'ensemble de cette chaîne de valeur. Je vous donne un exemple, Liquid Mode. Liquid Mode, c'est la capacité dans Acrobat, qui est notre outil de visualisation du format PDF, PDF qui est un format portable, sécurisé, qui permet aux entreprises d'aller vers cette vision du sans-papier. Liquid Mode, c'est la capacité de pouvoir visualiser un document PDF de manière différente, que vous puissiez le lire sur un téléphone portable ou sur un écran 17 pouces tranquillement chez vous à la maison, parce qu'effectivement, un document PDF s'adapte au format. On ne peut pas en avoir la même expérience selon le facteur de forme que vous utilisez. Donc, effectivement, embarqué dans Acrobat, vous avez la possibilité. Enfin, il y a cette fonctionnalité de visualisation qui est totalement intégrée. Donc, ça, c'est un exemple très simple. Encore une fois, on est sur la simplicité et c'est l'intelligence artificielle qui permet de faire ça. Autre élément qui est intéressant, c'est le document qui était papier, qui maintenant est digital. Il faut qu'on le rende intelligent. Dans notre plateforme, on a la capacité, au travers d'un moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle Adobe Sensei, de pouvoir faire de la reconnaissance de mots sur un document, de pouvoir permettre d'indexer ces mots, de pouvoir les réutiliser, de les réinjecter dans d'autres processus applicatifs de l'entreprise. Au travers notamment d'un partenariat avec Microsoft, utilisation de Power Automate, on peut très très facilement, sans avoir développé des lignes de code, et grâce à cette intelligence artificielle, récupérer la donnée statique, en faire une donnée contextuelle et utile pour le métier de notre client. Une question, alors, c'est pas anti-Teams, ça aurait pu être anti-Zoom, mais je constate que un des travers du mode hybride, c'est que comme effectivement on a tous les jours des gens qui sont là, des gens qui ne sont pas là, les réunions deviennent toutes hybrides, mais du coup on se retrouve parfois dans cette situation paradoxale où ceux qui sont au bureau pour faire équipe, faire corps, comme on disait tout à l'heure, en fait sont devant leur écran avec un casque et participent à une réunion Teams. Alors c'est pas de votre faute, vous avez créé un outil, mais est-ce que c'est un truc qu'on vous a déjà dit? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que c'est pas chez vous qu'il faut décider ça, mais c'est aux boîtes de dire c'est Teams ou pas Teams? Ou comment est-ce qu'on peut trouver, ou alors est-ce qu'il y a des solutions techniques pour faire en sorte que la solution Teams hybride soit plus sympa? Non, c'est une excellente question. Oui, parce que je pense qu'on le vit tous. On a tous vécu cette expérience, on la vit tous les jours. Non, c'est effectivement la demande numéro 1 des clients. C'est comment aujourd'hui j'ai des réunions hybrides, vraiment hybrides, avec des gens en virtuel et en présentiel, et que cette réunion, elle est inclusive, les gens se sentent inclus. Donc, effectivement, avec la technologie, alors il faut repenser l'espace physique, un petit peu reparler des espaces physiques, mais il faut repenser ces salles de réunion, mais avec la technologie, ça arrive, et je vous invite à venir sur le campus Microsoft, là je mets ma petite casquette marketing, mais on a des salles maintenant hybrides, ou une technologie qui permet, avec des caméras qui se sentent sur vous-même, qui donne l'impression aux gens à distance d'être dans la salle, et inversement, il y a une captation du son, donc il y a des technologies vraiment hybrides dont le but est vraiment de rendre ces réunions plus réalistes. C'est-à-dire que pour l'instant, on a été finalement dans l'hybridation rapide parce qu'on n'avait pas le choix, comme on a fait du télétravail parce qu'on n'avait pas le choix à haute dose. Vous pensez que dans les années qui viennent,
au moment où on refera les plans des bureaux, au moment où on repensera, finalement, on intégrera ça en amont et on aura une autre expérience, quoi. C'est vraiment l'objectif et on le voit, enfin, en provocation, je dis, il y a de plus en plus de clients qui nous demandent aujourd'hui comment je repense le triptyque, outils, process et les bureaux physiques, les espaces physiques. Et on se demande même si on ne va pas devenir presque une boîte d'architecture dans un certain sens parce que tout ça va ensemble et ces espaces vont ensemble. Donc oui, c'est des sujets où on regarde de façon très intégrée. Sur peut-être pour conclure, parce qu'on approche de la fin, sur le métavers que j'évoquais tout à l'heure, voilà. Bon, est-ce que quand même si on ne sera pas dans un métavers de bureau, c'est quoi la prochaine étape technologique selon vous vers le monde hybride dans le cadre du travail? Quelles sont les pistes sur lesquelles vous avez envie de travailler et de vous dire que vous pouvez apporter l'un et l'autre des solutions? Bon, je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais bon, métavers, c'est la projection d'un monde 3D qui doit faire la limite en fait entre le virtuel et le non virtuel. Là, on est en train de parler de travail, on est en train de parler de choses très concrètes. Donc, c'est un enjeu majeur, savoir comment est-ce qu'on va pouvoir se projeter dans ces univers. Est-ce qu'on va donner la capacité à nos employés de pouvoir utiliser ces technologies? Moi, honnêtement, très modestement, je ne sais pas vous le dire aujourd'hui. On s'y prépare, en tout cas. Comme le disait Romain, on est convaincu qu'une des technologies clés de cette tout nouvel univers, c'est le 3D. Donc on équipe l'ensemble de notre plateforme créative pour pouvoir permettre à nos clients d'avoir cette expérience-là. Après, comment ça va se traduire dans le monde des employés? Aujourd'hui, nous, on a vraiment à cœur de pouvoir, encore une fois, faire de l'hybridation, savoir, et moi en tant que manager, je le vis tous les jours, hein, j'ai managé des équipes pendant 2 ans. Vraiment 2 ans, 2 années pleines sans voir mes collaborateurs. Vous étiez sur la règle américaine, pas de retour totalement, au bureau. Pas de retour au bureau. On a eu une petite fenêtre de tir en décembre dernier qui s'est très vite refermée. Donc moi, je vois mes collaborateurs depuis mars 2021. Donc moi, à titre personnel, j'ai envie de vous dire que le métavers, aujourd'hui, c'est plus de la politique fiction en tant que manager que mes vraies préoccupations quotidiennes. Ça n'engage que moi, mais le fait est que évidemment, Adobe se prépare totalement sur ce sujet-là et qu'on est un acteur clé. On est sollicité par tous nos clients. On est en train de définir le cadre de collaboration qu'on va avoir avec nos clients. On est aujourd'hui sur des approches qui sont très spécifiques, très custom, parce qu'on est loin d'avoir industrialisé une approche sur ce sujet-là. Jean-Christophe, sur ce point, est-ce que c'est le métavers la prochaine frontière ou est-ce qu'entre-temps, il y a sur le chemin plein d'innovations technologiques? C'est un sujet vaste. Je pense que ça a été couvert avant. Il y a le métavers de gaming qui est vraiment bien connu. Il y a le métavers. Et sur la partie entreprise industrielle, vous avez des jumeaux numériques, des pièces d'avions et autres que vous pouvez voir. Donc ça, c'est un sujet aussi qui est bien maîtrisé. Après, là, je vais aller sur la partie Teams. Je pense que métavers, c'est quand même, ça a été un peu c'est un buzzword, hein, on met un peu tout et n'importe quoi. C'est comme il y a 5-6 ans, on parlait d'intelligence artificielle. Bon, on voit que l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes statistiques très avancés. Bon, il y a beaucoup de buzzwords. Après, concrètement, chez Microsoft, à très court terme, dans Teams, demain, c'est ce passage de la 2D à la 3D. Bientôt, dans quelques semaines, mois, vous pourrez dans Teams, au lieu de voir 10 personnes en mode 2D, sur votre écran les uns côté les autres, vous pourrez, si vous cliquez, les voir dans une salle de réunion virtuelle, un board virtuel, et de voir un hologramme. Mais c'est une évolution finalement. Au lieu d'avoir des petites pastilles, vous serez dans une salle virtuelle avec des gens qui seront en hologramme. Alors, et ça sera sans doute, on parlait tout à l'heure, comment on garde le lien, le collectif. Finalement, quand on garde le collectif à distance, pour moi, je le vois plutôt comme un moyen de de rendre l'expérience encore plus immersive. C'est français, ça? Je ne sais pas si c'est peut-être un anglicisme. Et de garder le lien, le collectif, tout en étant à distance. On va faire de l'hybridation, on va apprendre en marchant. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à nos débats. Je vous propose de nous rejoindre pour un café ou un verre juste à côté. Profitons du monde réel. Merci à tous. Merci. Merci.